Bonjour Franck Bullinge. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulon et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre, Maîtriser l'information stratégique aux éditions de Book. Une maîtrise indispensable aujourd'hui à l'heure de la déferlante informationnelle et puis de tous les risques d'intoxication médiatique que cela comporte. Alors ce qui est particulièrement intéressant, c'est votre regard d'ancienne analyse du renseignement militaire sur le sujet. Alors d'abord, en préambule, vous faites reposer toute votre réflexion sur la notion d'intelligence informationnelle. Est-ce que vous pouvez nous définir cette notion? Oui, alors l'intelligence informationnelle, moi je la définis, pour faire simple, comme l'art de vivre dans un environnement informationnel, tel qu'on l'a défini dans la société de l'information. Donc c'est l'art de vivre et de prospérer, mais aussi c'est l'art d'éviter les pièges de cette société de l'information. Alors ça repose sur deux piliers. Le premier, c'est la notion d'autonomie informationnelle, c'est-à-dire la capacité individuelle ou collective de traiter une problématique d'information, la recherche, le traitement, l'analyse, etc. Et puis l'autre, c'est l'écologie de l'information, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à traiter dans un environnement informationnel souvent pollué une information propre. À faire le tri. À faire le tri et surtout à ne pas s'intoxiquer. Il y a peut-être une image alimentaire, en fait, pas manger n'importe quoi. Voilà. On pourrait dire que l'intelligence informationnelle, c'est un petit peu à l'information ce que la couture est au prêt-à-porter, en fait. Voilà. Est-ce que cette intelligence informationnelle, elle repose sur les mêmes méthodes dans le champ militaire et dans le champ de l'entreprise, dans le champ économique? Alors oui, la question des méthodes. L'intelligence informationnelle est d'abord une posture. C'est une posture vis-à-vis d'un environnement informationnel. Donc un service de renseignement militaire, par exemple, va avoir très naturellement, puisque c'est son métier, cette posture d'intelligence informationnelle. La différence qu'il va y avoir avec, par exemple, l'intelligence économique aujourd'hui, ça va être une question de méthode de recherche d'information. Au fond, le renseignement militaire a cette prérogative de l'État de pouvoir avoir des moyens satellitaires d'écoute, enfin, plus ou moins d'ailleurs légaux au plan du droit international, pour accéder à l'information. Les entreprises n'ont pas forcément un accès à l'information illégale, quoique on observe des pratiques d'espionnage économique. Mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant la recherche de secrets. On parle souvent d'espionnage. L'espionnage ne sert à rien. L'espionnage ne sert à rien si on ne sait pas quoi faire de l'information qui a été collectée. Du coup, l'intelligence informationnelle est un niveau supérieur. C'est un niveau quasi managérial au fond, puisque c'est d'abord au chef d'entreprise, c'est d'abord aux dirigeants de faire quelque chose de cette information via éventuellement des analystes qui font une stratégie du traitement de l'information. Bien sûr, il faut une stratégie. L'intelligence informationnelle, c'est une stratégie. Quelqu'un comme Edgar Morin va dire, voilà, c'est l'art de s'aventurer dans l'incertain. C'est une stratégie de l'information pour s'aventurer dans l'incertain. Ce qui suppose d'ailleurs que l'intelligence informationnelle nous fasse prendre conscience de cette réalité de l'incertitude. Alors on dit souvent que l'information va réduire l'incertitude, oui c'est vrai, mais il faut avoir conscience effectivement qu'on va s'aventurer quelque part dans l'incertain. Donc l'intelligence informationnelle, c'est un art du renouvellement, c'est un art de la créativité, de l'innovation. On parle souvent dans les entreprises d'innovation, mais l'innovation c'est cette capacité qu'on va avoir à s'aventurer là où les autres n'ont pas la même information, hors des sentiers battus de l'information. Alors ce que vous dites, Franck Bullinge, est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on est à l'heure du big data, toutes les entreprises cherchent à appréhender les enjeux et finalement l'important c'est de transformer la donnée disponible en connaissances pratiques. Alors justement, quelles sont les bonnes pratiques que vous préconisiez? Alors d'abord, ne pas plonger dans les grandes piscines du big data par exemple et de se retrouver au milieu de toutes les données et puis dire qu'est-ce qu'on en fait? On va nager, on nage dans les données mais sans savoir quoi en faire. Non, le big data pose beaucoup de problèmes de toute façon parce qu'en fait la saturation d'informations, la surinformation, on va parler d'obésité informationnelle, ne conduit à rien. Au fond, ce qui compte dans la démarche d'intelligence informationnelle, c'est de bien cibler son projet d'information, c'est-à-dire en amont d'un projet stratégique, c'est de savoir quelle est l'information qui va nous servir à aboutir à ce projet, et non pas plongeons dans l'information et on verra après. Ça suppose donc, comme je dis souvent, avant de trouver des réponses, de poser les bonnes questions. Donc posons-nous les bonnes questions à travers ce projet et n'allons pas chercher de l'information pour de l'information, mais évidemment de l'information pour stratégique, c'est-à-dire pour notre besoin pour aboutir à cette stratégie. Alors je voudrais que l'on parle à présent des risques de manipulation qui sont largement abordés dans votre livre. Alors comment détecter cette intoxication informationnelle? Comment le renseignement militaire procède-t-il et est-ce que les entreprises peuvent appliquer les mêmes méthodes? Oui.
Oui. Alors, le renseignement militaire procède par habitude maintenant la prise de conscience depuis des années à travers un métier bien rodé de ce que peuvent être les intoxications. On a énormément d'exemples pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Les Britanniques étaient les spécialistes de l'intoxication. On sait dès le départ, si vous voulez, que toute information est potentiellement manipulatoire. Les techniques de manipulation sont connues, donc on les trouve dans de nombreux ouvrages aujourd'hui, et notamment dans les ouvrages de recherche en sciences sociales. Elles sont particulièrement bien connues, on les trouve dans la publicité. Elles ont été édictées dès le début du 19e siècle. Par exemple, Édouard Bernays, dans son ouvrage Propaganda, qui date de 1928. Tout est connu, donc que ce soit les manipulations inhérentes à la publicité, à la communication politique, mais aussi à l'intoxication militaire, tout est connu. Voilà. Donc ça, le problème, c'est en dépit de ces techniques, en dépit de cette connaissance qu'on a des techniques, on se retrouve dans l'art de la manipulation, soit face à un risque d'automanipulation. D'automanipulation, vous dites? Oui, l'automanipulation est quelque chose d'extrêmement important par rapport aux manipulations elles-mêmes. Alors l'automanipulation, c'est quoi? On dit souvent que dans une manipulation, on est soi-même la victime, mais aussi le complice de la manipulation. Parce que quand on est manipulé, c'est qu'on veut bien l'être à un moment donné. Donc on le voit dans l'emprise sectaire, par exemple, hein, si on est manipulé par les sectes au départ, on est une proie, mais on est une proie qui s'est approchée d'un point d'eau dans lequel il y a un crocodile ou un anaconda, comme je dis, et qui va, à un moment donné, nous donner confiance et nous amener dans son cercle pour nous attraper. Donc la manipulation, malheureusement, on a beau avoir les techniques, on a beau connaître nos vulnérabilités, en fonction d'une situation, on peut être amené à accepter la manipulation pour une raison ou pour une autre, qui parfois est inconsciente, et donc on rentre dans un jeu. Donc, la bonne pratique vis-à-vis de la manipulation, c'est de toujours être dans le doute, au fond, y compris vis-à-vis de la personne que l'on a en face de soi, parce qu'on peut avoir un expert, il y a des pseudo-experts, il y a des gens qui vont... Il y a des faux experts, des gens qui vont vous inspirer confiance et sur lesquels vous allez vous reposer, mais qui sont en fait en train de vous manipuler. Alors, il n'y a pas forcément un complot ou non, mais ça peut être une stratégie. Il ne faudrait jamais confondre en fait la notion de complot et de stratégie. Il peut y avoir une stratégie d'influence, effectivement, et la stratégie d'influence va faire qu'on va vous présenter les choses, comme dans la publicité, sous leur meilleur jour, et leur meilleur jour va vous apparaître. Alors, il y a ce meilleur jour, et puis de l'autre côté, il y a tous ceux qui acceptent autour de vous, qui disent « oui, mais si c'est tellement esthétique que finalement, ça peut être que vrai, au fond ». Et donc vous aurez du mal dans un courant, ce que j'appelle un champ de force au fond, il va y avoir un champ de force médiatique qui va se créer, et dans ce champ de force médiatique, vous aurez du mal à nager à contre-courant. Et c'est ce contre-courant qui montre que la manipulation il y a eu, et que, alors on rentre dans la manipulation de masse en particulier, hein, et quand il y a manipulation de masse, en fait, il y a courant, et contre ce courant, on ne peut rien faire. On va dire en analyse, le pire des torts est d'avoir raison trop tôt, ou contre tous. Dans votre livre, Franck Bulin, je vous consacre un chapitre aux événements du 11 septembre 2001 pour traiter la question de l'analyse dite borderline, à laquelle permet d'accéder l'intelligence informationnelle en évitant les pièges du conspirationnisme. Alors, quelles sont les leçons de cet événement? Alors, les leçons de cet événement, c'est d'abord le 11 septembre, c'est un événement, un choc d'un point de vue de l'information. Il y a quelque chose qui se passe du point de vue historique qui est énorme. Malheureusement, comme tout événement choc, genre le 11 septembre, mais aussi un accident d'avion, la disparition du vol MH370, etc. Ce sont des événements qui sont traumatisants, donc traumatisants du point de vue psychologique et qui, en même temps, sont des événements d'une grande complexité. Tout accident est complexe. Voilà. Tout accident n'est pas le résultat d'une seule cause. Ce qui fait que l'incapacité qu'on a à un moment donné dans le stress, le traumatisme qui suit un accident ou un tel événement, à l'expliquer de manière simple, la complexité fait que ça nous embrouille complètement et qu'on cherche justement cette simplicité. C'est un mécanisme de défense? Oui, c'est un mécanisme de défense. Oui, alors, il y a, attention, il y a évidemment des complots. Hein, l'assassinat de Kennedy est un complot, clairement. Mais on a souvent tendance, par exemple, à confondre. Par exemple, le 11 septembre, il se passe quelque chose d'énorme, d'accord? Donc, vraisemblablement, une équipe de terroristes détourne des avions, etc. Mais derrière, il y a effectivement une instrumentalisation de l'événement par le gouvernement, par l'administration de Bush,
qui ensuite décide d'envahir l'Irak, l'Afghanistan, etc. Or, les deux situations sont en fait différentes. Un gouvernement va instrumentaliser ce qui se passe, mais ce n'est pas pour autant l'ayant instrumentalisé qu'il l'a créé, si vous voulez. Donc, souvent, il faut pouvoir, dans cette complexité des événements, il faut pouvoir faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, puisque plus proche de nous, on peut parler des événements des attentats qui ont frappé Charlie Hebdo. La France a découvert avec grande surprise que sa jeunesse était assez sensible à ce conspirationnisme. Alors, il y a un enjeu d'éducation. Comment faire ? En fait, ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans qu'on est dans la société de l'information et on n'a toujours pas eu l'idée de former, d'enseigner ces notions, la notion d'intelligence informationnelle dès le collège, c'est-à-dire en gros dès l'adolescence, puisque c'est à l'adolescence que la plupart des jeunes commencent à se positionner, à se poser un certain nombre de questions politiques pour faire des choix par la suite. Par ailleurs, ils sont de l'autre côté envahis par un espace médiatique, par des vagues médiatiques qui organisent finalement une espèce de pensée. On va souvent parler de pensée unique, etc. Et donc qui fait qu'on crée un malaise informationnel chez ces jeunes sans leur apporter les clés pour tout simplement. Il ne faut pas dire aux jeunes, il faut penser comme ça. Certains jeunes ont dit « je ne suis pas Charlie ». Il faut écouter, savoir pourquoi ça s'est dit, et ensuite reprendre le débat et aller dans le bon sens pour essayer justement d'avoir une vision claire des mécanismes de raisonnement de ces jeunes. Alors ça commence à l'école, ça commence aussi par le fait qu'il faut aussi que les enseignants, peut-être, que notre société ne soit pas, elle aussi, prompte à trouver une théorie du complot partout. Il suffit de regarder Internet aujourd'hui pour comprendre que la théorie du complot est partout. C'est quoi la théorie du complot aujourd'hui? C'est finalement une espèce de désaveu d'un système, on va dire, la dénonciation du système politico-médiatique. Ce désaveu, il est dû à un malaise, à une incompréhension. Donc il ne tient aussi finalement qu'à nos médias de réinterpréter, parce que finalement la théorie du complot, c'est une contestation de la représentation que nous livrent les médias d'un monde aujourd'hui. Dans un espace démocratique, il est logique que cette représentation ne soit pas unique et qu'elle puisse être discutée. Mais pour être discutée, encore faut-il avoir les armes intellectuelles. Et en l'occurrence, on remarque que le complot émerge souvent d'un manque de culture, d'une absence de culture, que ce soit informationnelle, mais je vais même plus loin, jusqu'à la forme d'illettrisme au fond. Cette méconnaissance qu'on a des mécanismes gouvernementaux vont faire penser que le gouvernement est à l'origine de quelque chose comme ça. Non, un gouvernement, c'est une espèce d'énorme machine qui a du mal à accoucher déjà d'une loi, qui a du mal à accoucher d'une décision, d'un décret. Imaginez, alors si je reprends cette fameuse histoire de la carte d'identité dans la voiture de l'un des terroristes, ben non, la simplicité de l'évidence veut que ce type-là, il l'ait perdu ou qu'il l'ait laissé, mais qu'on ne l'ait pas mis à sa place, quoi. Eh bien, Franck Bullinge, merci pour ce décryptage passionnant. Je rappelle la parution de votre livre, Maîtriser l'information stratégique, aux éditions de Book. Merci. Merci à vous.